allait-il rouvrir comme si de rien n'était 24 heures après le casse du siècle? Comment un musée dans lequel sont exposées en permanence 35 000 œuvres d'art peut-il être aussi mal protégé? Cambriolage retentissant il y a de cela 1h30 visant le musée d'art le plus visité au monde, le musée du Louvre. Paris, dimanche matin. Le soleil à peine levé se reflète sur la Seine. Le Louvre ouvre lentement ses portes, comme tous les jours. Quelques touristes font déjà la queue, impatients d'apercevoir la Joconde. Les agents de sécurité prennent leur service, les néons s'allument dans les galeries et la routine millimétrée se met en marche. Tout semble alors normal. Et pourtant, à ce moment précis, un plan est déjà en marche depuis des semaines. Un plan conçu dans le silence, exécuté en moins de 10 minutes et qui va ébranler jusqu'aux fondations les plus profondes du Louvre. Un petit monte charge banalisé s'arrête près du quai François Mitterrand. Rien d'extraordinaire, ici les véhicules de service sont fréquents, entre les livreurs, les restaurateurs et les techniciens du musée. Mais celui-là n'est pas comme les autres. Sur le côté, un logo d'entreprise publique, faux évidemment. À l'arrière, un monte-meuble, ou plutôt un monte-charge, très compact, ressemblant à ceux qu'on peut louer lors des déménagements, se trouve donc à l'arrière du camion. Deux hommes y descendent, gilets fluorescents, casque de chantier, ils déplient la plateforme, enclenchent la base stabilisatrice. Aux yeux des passants, il n'y a rien d'inquiétant. C'est Paris, un dimanche matin, et personne ne regarde vraiment. Mais en réalité, ce qui est en train de se mettre en place, c'est un des braquages les plus audacieux qui ait connu la capitale en 20 ans. Pour remettre un petit peu dans le contexte, le Louvre, c'est 2000 fenêtres, 400 caméras de surveillance et des kilomètres de couloirs. Ils ont un service de sécurité qui est pensé pour résister à tout, sauf à une seule chose, l'illusion de la normalité. Et les voleurs, ça, ils l'ont compris. Ils ont étudié le bâtiment pendant des semaines, ils ont certainement noté les allées et venues des vigiles, bref, ils ont repéré chaque angle mort. Leur cible est très simple, la galerie d'Apollon. Elle se situe au 2e étage du musée et c'est un magnifique joyau architectural. On peut y trouver par exemple un très gros diamant, on peut y trouver des couronnes, bref, plein de choses qui ont appartenu à des rois et des empereurs français. Notamment, on peut y trouver la couronne de Louis XV, celle de l'impératrice Eugénie, des diadèmes, des pièces rares, des symboles de la monarchie à l'époque et de l'Empire. Bref, le plan repose sur un constat simple. La galerie donne sur la Seine et une de ses fenêtres est assez mal protégée. Un monte-meuble permet donc d'y entrer sans monter par la pyramide, sans franchir les détecteurs, sans déclencher les alarmes classiques. Bref, c'est là que tout va se jouer. Un agent du musée, posté dans le hall de nom, voit le monte-charge au loin. Il croit donc à une intervention technique de dernière minute, rien d'anormal. Pendant ce temps, les deux hommes dans le camion s'équipent. Les deux hommes montent alors grâce au monte-charge une disqueuse à la main. La plateforme s'élève alors lentement jusqu'à la fenêtre. Aucune caméra n'est capable de filmer la scène, car les voleurs ayant bien préparé leur coup, ils savaient que cette fenêtre était dans un angle mort. Pas de chance pour le musée, et plutôt coup de génie pour les voleurs. En 30 secondes, la vitre est attaquée grâce à la disqueuse. Bref, une fois la vitre coupée, les hommes se retrouvent alors à l'intérieur de la galerie d'Apollon. À l'intérieur, la lumière du matin éclaire les dorures, les plafonds peints, les vitrines impeccables. Chaque objet ici raconte un fragment de l'histoire de France. Entre le pouvoir, la beauté, la vanité, mais pour les voleurs, rien de tout ça n'a d'importance. Ils avancent droit vers des vitrines précises, comme par exemple celle de l'impératrice Eugénie. Un chef-d'œuvre d'orfèvrerie d'une valeur inestimable. 9h36, la vitre explose sous la pression d'un outil spécialisé. Les voleurs saisissent le plus de bijoux possible, les mettent là où ils peuvent, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Ils ne prennent pas tout, ils n'ont pas du tout le temps, et surtout, ils n'avaient pas forcément visé tous les objets. Ils vont voler ceux qui vont faire la une des journaux pour faire parler de leur casse. Et en moins de 2 minutes, ils sont prêts à ressortir. Par la suite, des alarmes se déclenchèrent, ce qui précipita la fuite des voleurs. À 9h39, le public du Louvre ne s'est rendu compte de rien, du moins pas encore.
9h42, les vigiles sont déjà sur place. Mais à ce moment-là, 2 scooters attendent prêts à partir les voleurs pour partir très loin. La sécurité se déploie, les portes se verrouillent, les visiteurs sont alors évacués. Les premières minutes sont alors confuses. On croit d'abord à un accident, une chute ou une vitre fragilisée du côté du public, puis les images et les informations arrivent sur les chaînes d'infos et on comprend très vite que c'est un vol. Du moins, un vol impossible. En moins de 10 minutes, un groupe a réussi à entrer, voler et s'enfuir du musée du Louvre, l'un des musées les plus protégés du monde. Bref, une vraie humiliation pour le musée du Louvre. À 10h15, la nouvelle commence à circuler entre les radios et la police. Le mot Louvre fait l'appel d'une déflagration. Quelques minutes plus tard, les premières notifications tombent sur les téléphones des journalistes. Les chaînes d'infos s'emballent, braquage au Louvre, plusieurs objets royaux volés. Devant le musée, les rues se bloquent, les CRS arrivent, les touristes filment et les spéculations commencent. Certains parlent d'un vol politique, d'autres d'un message symbolique, voire d'une vengeance contre l'État. Personne ne comprend à ce moment-là comment cela a-t-il pu se passer ici, au cœur de Paris, dans le lieu le plus protégé du monde, du moins un des plus surveillés au monde. Vers midi, le musée diffuse un communiqué officiel. Le ton froid mais contrôlé, ils disent Information relative au vol par effraction survenu ce dimanche 19 octobre au musée du Louvre. Mais les médias à ce moment-là, eux, veulent des détails. Quel objet, quelle valeur, qui ou même comment. Rapidement, les premières fuites sortent. 8 pièces manquent à l'appel. Des bijoux offerts par Napoléon III à l'impératrice Eugénie. Des pièces uniques sans équivalent dans le monde. Les estimations tournent autour des dizaines de millions d'euros. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'image. Un morceau de l'histoire de France a disparu et personne ne sait où il est vraiment. Le soir venu, Paris s'illumine et s'agite. Mais la traque travaille dans l'ombre depuis bien longtemps. La préfecture a installé une cellule d'enquête et la pièce où l'on se concentre doit littéralement sentir la caféine et la concentration. Imaginez un petit peu, un groupe d'enquêteurs se réunit pour travailler sur le casse du siècle au musée du Louvre. Imaginez un petit peu la tension, le stress, mais elles n'ont pas le temps d'y penser. Ils doivent fouiller les caméras, les cartes, où est-ce qu'ils ont pu partir. Bref, énormément de boulot les attend. Des hommes et des femmes passent alors des heures à recouper des images, reconstituer des scènes, à zoomer sur des plaques disparaissant à mi-chemin. Ils cherchent une cohérence dans le désordre, un trajet, un code ou même un nom. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce que les voleurs vont-ils bien pouvoir en faire de ces bijoux? Parce que c'est bien beau d'avoir la couronne de l'impératrice Eugénie, bien qu'elle ait été retrouvée, c'est le seul bijou, à l'heure où je parle, qui a été retrouvé. D'ailleurs, d'après la directrice du musée du Louvre, elle serait réparable. Alors bien évidemment, cette information est à prendre avec des pincettes, on verra si oui ou non elle est réparable, mais en tout cas, on l'espère. Mais qu'en faire de ces bijoux? Là où l'on n'a pas l'œil, par exemple dans des salons privés, dans des entrepôts anonymes, ou même sur des comptes cryptés. L'objet volé change alors de nature, un diadème n'est plus un diadème, il devient un stock ou même une opportunité. Les réseaux spécialisés connaissent la règle immuable, un morceau trop célèbre ne peut être vendu dans la lumière. Ils vont sûrement alors le faire disparaître et le faire réapparaître autrement en faisant effacer l'étiquette de l'histoire pour la troquer contre de l'argent pur. On a aussi peur que les objets soient fondus pour qu'ils soient devenus intraçables, c'est aussi une possibilité et ça peut faire bien mal à l'histoire de France. Mais il y a aussi une autre chose qui peut faire mal, voire plus mal. Pour certains, la valeur dépasse le prix. Posséder une relique cachée ou même privée confère un prestige énorme, mais surtout tordu, je vous l'accorde. Pour d'autres, ce serait un geste politique. Humilier l'institution, prouver qu'elle n'est pas intouchable. Bref, je vais pas rentrer là-dedans, mais tous les chemins mènent au marché noir.